Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Laurent Villaverde, toujours sur l'archéologie et on va dire la fin des dogmes, hein, parce que là on a bien, comment dire, là, comme ça, voilà, donc on a bien défini. Et puis tu nous as expliqué comment fonctionne l'archéologie, le métier d'archéologue. Bon, on a appris énormément de choses d'ailleurs. On a évidemment aussi, tu nous as démontré qu'il y avait un problème, on va dire, entre les découvertes archéologiques et l'histoire, la chronologie officielle, en tout cas la chronologie admise, et que en tout cas l'une ne corroborerait pas l'autre. Et ça pose quand même un problème, parce qu'on est censé avoir un écrit qui nous dit bah, c'est passé comme ça, et puis en fait on a une autre étude, on va dire, de Cide, des pierres de l'autre côté qui dit bah désolé, il n'y a pas de traces. Ou peu de traces. Ou peu de traces. Voilà. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, il y a quand même un petit problème. Alors, je vais voir un petit peu. Alors, il y a plein de questions. Alors, au niveau des questions, comme j'ai déjà expliqué, il faudrait formuler correctement les questions, si possible, parce que là, on en a lu certaines tout à l'heure qui sont absolument illisibles, je veux dire, voilà, je vais même pas les lire pour pas mettre la honte à celui qui l'a écrit, parce que franchement des fois il y a des questions on n'y comprend rien, certaines questions auxquelles on a répondu, voilà, quand on me demande oui, c'est vrai la datation par le carbone 14, bah, on a expliqué depuis tout à l'heure en long, en large, en travers ce que c'était, voilà. On me dit que pense-t-il du site de Glosel? Alors tu me disais que moi je suis pas très au courant de cette affaire, mais peut-être pas plus que ce qu'il y a sur internet. Pas plus que ce qu'il y a sur internet. Il faudrait juste en profiter pour passer un petit bonjour, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont regardé en direct ce soir. Un petit bonjour à Sylvie et à Cédric, voilà, c'est fait. Ils ont pris le temps de regarder l'émission en direct. Eh ben voilà, Sylvie et Cédric en direct, on leur fait un coucou. Exactement. Voilà. Alors on nous parle beaucoup évidemment, alors là la question revient tout le temps, Jacques Grimaud, et qu'est-ce qu'il en pense, et qu'est-ce qu'il en pense, alors ça on adore savoir ce que l'invité pense d'un autre invité, ça aussi c'est votre côté voici. Alors celle-là je la pose parce qu'elle a été posée plein de fois, et Jacques Grimaud en plus on l'a reçu nous ici à Beta TV. Qu'est-ce qu'on pense? Sur quoi dans Jacques Grimaud? Oui, c'est pas très. On me dit au moins son documentaire, voilà. Ne serait-ce la révolution des pyramides. C'est très riche parce qu'il y a toute une partie où il décrit en fait les sites anciens. Il y a une partie où il développe sur les techniques de construction de tout ce qui est plateau de Gizeh. Et puis après il y a l'étude du calendrier, des choses comme ça. Non, je pense qu'il faudrait qu'il corrobore ce que beaucoup de gens voient maintenant, c'est que les sites les plus anciens sont les mieux construits et qu'il y a un savoir de bâtisseurs vraiment qui est répandu sur une bonne partie de la planète à un moment donné, et que ces constructions-là s'arrêtent à un moment donné. Et d'ailleurs, l'égyptologie, c'est quoi? C'est une science archéologique particulière? L'égyptologie, c'est une branche de l'archéologie. C'est une branche de l'archéologie. C'est-à-dire qu'au départ, on fait de l'archéologie et après, on se spécialise dans l'égyptologie. Mais c'est la seule civilisation pour laquelle il y a une science dédiée, on va dire. Non alors, on va dire qu'effectivement, ils sont un peu à part, parce qu'en général, en égyptologie, il n'y a pas de fouille à proprement parler, c'est que du désensablement. Il n'y a pas de strates. C'est pas comme dans le gaulois, c'est pas comme dans le romain. D'accord, tout est déjà là, il faut juste désensabler. Voilà, il n'y a pas de technique de fouille à proprement parler. Donc en fait, puis c'est des relevés de bâtis. Tu prends des temples, tu prends tu prends des monuments, tu vas les mesurer, tu vas regarder tout ça. Il n'y a pas de... c'est très particulier. Mais pourquoi? Parce qu'on a trouvé tellement en fait de sites qu'on en a fait une science à part. Parce que, je sais pas, il n'y a pas d'incaologie ou d'astécologie. Non, mais après, il y a des spécialisations. Par exemple, en général, on est archéologue, on va dire généraliste, et puis après, on se spécialise dans quelque chose. Alors, soit dans l'étude... ce qu'on appelle les aires chronoculturelles, c'est-à-dire les Romains, les Incas, les sites, ou bien alors on se spécialise dans un type de mobilier, ce que je disais tout à l'heure. Donc on se spécialise dans l'étude du verre, l'étude du métal. On peut se spécialiser aussi dans d'autres choses comme l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on refait des bâtiments à l'ancienne, on refait des choses comme c'était fait avant. On refait par exemple, toutes les techniques pour tout ce qui est minerai par exemple. On refait des épées à l'ancienne, on refait des... Au départ, on est archéologue généraliste, on gratouille la terre vraiment comme un ouvrier, puis après, au fur et à mesure des diplômes et de ce dont on se spécialise sur le terrain, on a quelque chose de propre. Voilà. Ok. Alors, on me demande aussi...
Alors, mon professeur m'avait appris que la datation rubidium-strontium n'est fiable que si la roche n'a jamais été modifiée, fondue, taillée, coulée. Est-ce vrai? Alors, je sais pas, je comprends absolument rien de ce qui... Je sais pas ce que c'est. Ah bon, bah voilà, pour border deux alors. Mais il y en a beaucoup de méthodes de datation basées sur ce genre de choses-là. Moi, j'ai jamais fait que de la datation de tout ce qui était inorganique. Hein. Là, on parle de la roche, non, je connais pas trop là. Alors, on me dit, que pense Monsieur Villaverde de la vision cinématographique du métier d'archéologue? Genre Benjamin Gates, Indiana Jones, oui. Bah, c'est bien parce que ça permet d'éveiller des passions. Moi, je trouve ça plutôt très bon. Quoi. Moi, ça m'a fait rêver l'archéologie pendant des années et des années. Moi, j'ai rêvé à l'archéologie comme certains rêvent d'aller sur la Lune ou des choses comme ça. Quoi. Comme certains rêveraient d'être médecins pour sauver des gens ou les petits garçons qui veulent être pompiers pour éteindre les feux. Quoi. Moi, je trouve ça plutôt sain. C'est très sain. Bah oui, c'est très sain, au contraire. D'accord. Alors, on me dit... oui, bon, ça c'est une question un peu politique. Hein. Quelle est la légitimité de l'État républicain qui n'a même pas 300 ans pour s'arroger des découvertes? C'est trop récent pour que j'en parle. Voilà, donc ça, oui, effectivement, c'est un peu une question politique. Alors, que pensez-vous de la date officielle de la construction de la pyramide de Khéops, 2560 avant Jésus-Christ? Est-ce une estimation raisonnable ou incorrecte, selon vous? Alors, quand je parlais tout à l'heure de l'archéologie en disant que c'était beaucoup de dogmes et qu'il y avait... on va dire des groupements humains qui se battaient, le leadership là-dessus. L'archéologie des gens en général, c'est une guerre. L'égyptologie, c'est puissance 10, quoi. Ah d'accord, ouais. C'est un peu ce qu'on voit quand même dans le reportage de Grimaud, puisqu'ils vont interroger à un moment donné... j'ai oublié son nom, on va me le sortir, l'archéologue là, officiel du Collège de France. Oui. Qui est un monsieur... oui, une sommité, mais alors lui... on peut rien bouger, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qui est intéressant, parce que moi j'ai étudié ses travaux de façon officielle dans ce qu'il faisait. C'est quelqu'un de très 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 bon. Après... mais il n'aime pas qu'on lui pose des questions qui dérangent, quand même. Bah c'est pas ça, c'est qu'il considère qu'il est dans un milieu qui est très élitiste et qu'il ne veut rester qu'avec des gens qui ont beaucoup de diplômes et qui pensent comme lui. Je peux pas le blâmer, moi la plupart de mes collègues étaient pareils. Moi je me suis toujours battu par exemple sur les chantiers de fouilles pour qu'on organise des journées de portes ouvertes pour que les riverains viennent voir ce qu'on faisait. La plupart de mes collègues ils disaient mais on s'en moque des autres quoi. C'était leur truc à eux quoi. Aller expliquer aux gens qui étaient autour. On reste entre nous en fait. Voilà, c'est beaucoup ça. Autres, les autres de toute façon on va pas, puis on va faire. Si jamais ils nous posent des questions on va faire exprès de parler avec des termes latins puis on va les larguer au bout de 3 minutes quoi. C'est très élitiste hein. On me dit, est-ce que vous connaissez Éric Gontier, géologue ethnominéralogiste qui a subi des pressions suite à ses découvertes sur les pyramides? Alors je le connais pas personnellement, mais il était dans le reportage avec Grimaud. Oui, tout à fait. Oui. Enfin oui, voilà quelqu'un en fait qui c'est assez amusant parce que ce que je disais tout à l'heure, les géologues ils viennent de la fac de sciences. Ils sont très pragmatiques. Pour eux un chat est un chat. Donc Éric Gontier a eu le malheur d'aller en égyptologie. Il a eu le malheur de décrire des choses de façon claire, nette et précise. Et il s'est fait taper dessus. Voilà. Parce que lui, il a fait des relevés en disant, bah voilà, moi j'ai trouvé ça, lui, il n'est pas dans... Voilà, il dit, moi j'ai vu ça, j'ai observé ça. Voilà. Quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et en égyptologie, bah, quand c'est oui, c'est peut-être, et quand c'est non, c'est on va voir. C'est très particulier l'égyptologie. Pour ça, non, je ne le connais pas personnellement, mais je trouve qu'il a été très courageux et on va dire un brin naïf. Quoi. Oui, parce que pour ce qui est d'égyptologie, parce que même, moi ce qui m'a toujours étonné, c'est aussi en Égypte le Zahi Hawass, qui est le... voilà, tu souris immédiatement, il est plus donc le grand Manitou de toutes les fouilles, etc., concernant cette période-là, et puis pourtant il paraît quelqu'un d'assez peu ouvert finalement. Ce que je disais, c'est quelqu'un qui protège des groupements humains qui veulent avoir la main mise sur certaines choses. Voilà, c'est tout, quoi. Lui, son rôle, c'était de chapeauter certaines choses et de préserver un patrimoine qui appartenait à son pays, parce qu'il était égyptien quand même. Oui, hein, oui, donc, tout à fait, oui. lui, il les aimait, ces pyramides. Enfin, il les aime toujours, d'ailleurs. Hein, donc, on ne peut pas le blâmer d'avoir refusé des fouilles ou des études, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas quelqu'un qui est libre de parler, donc du coup, il fait ce qu'on lui demande, et puis ça se passe très bien. Voilà, bon. Parce que dès qu'on lui amène une thèse aussi qui sort un peu des sentiers battus, il fait ce pour quoi. Il botte en touche, d'accord. Alors, oui, la question sur les menhirs de Karnak, il dit, c'est des pierres, hein, bon, voilà. Pas beaucoup plus. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. On me demande, c'est vrai, quelles sont les qualifications spécifiques pour creuser un site. Voilà, où c'est ouvert à tous, volontaires, bénévoles. Alors,
Alors, pour creuser un site. Alors en fait, le chef du terrain, c'est ce qu'on appelle le responsable d'opération. Ouais. Le responsable d'opération, il a une délégation préfectorale. C'est-à-dire que moi, quand j'étais responsable d'opération, j'avais un document administratif où on disait « Monsieur le préfet accorde à Laurent Villavert le droit de fouiller à tel endroit, le lieu dit, avec le numéro sur le cadastre, le numéro de parcelle et tout ça. » Donc c'est quelque chose de très officiel. Et pour avoir ce papier-là, en fait, c'est pas compliqué, il faut avoir les diplômes, tout bêtement. Il faut avoir les diplômes et après que ce soit validé, il faut présenter un projet scientifique. On dit « Voilà, j'aimerais fouiller à tel endroit. » il faut monter un projet, il faut monter avec des problématiques. Ça, les gens que t'embauches, c'est un peu, c'est qui, c'est que des étudiants en archéologie? Ah oui. Ouais, d'accord. Oui, oui, parce que souvent dans les films, justement, voilà, dans Benjamin Gates ou machin, on voit ils viennent sur place et puis ils embauchent des gens sur place, quoi. On voit, Ah oui, les fouilleurs, tu veux dire? Oui, à l'étranger, c'est tout le temps comme ça. Ce qui est assez bien sur le plan diplomatique, parce qu'on va dire que les têtes pensantes sont étrangères. On va envoyer des Français, par exemple. Et les locaux, les petites mains, ça sera des locaux. À la fois parce que ça leur donne du travail et parce que ça permet aussi d'impliquer les gens sur place. Les gens sur place. Pas dire que c'est les Français qui sont venus juste c'est déjà faire le cas bien souvent, donc non, c'est plutôt un très bon compromis. Voilà, on me demande d'ailleurs s'ils sont bien payés, ces gens-là, c'est vrai que... J'ai jamais fait de fouille à l'étranger. D'accord. Alors... l'invité pourra-t-il nous parler de l'Empire byzantin, qui est un des arguments principaux du matricien, effectivement, Frédéric Mariès, qui lui nie l'existence de Byzance. Alors moi, l'Empire byzantin, je m'y suis pas trop renseigné, parce que c'était... Enfin moi, comme j'ai fouillé en France, je me suis toujours intéressé à ce qui était en lien avec la France sur notre territoire. Comme il n'y a pas de byzantin, je ne suis pas trop intéressé, mais c'est sûr qu'il n'y a quasiment pas de vestiges. Voilà. On trouve très peu de choses apparemment sur les byzantins. Mais par contre, il y a des tonnes et des tonnes de documents écrits qui vont raconter en long et large en travers l'histoire de Byzance, quoi. D'accord. Alors, Monsieur Villaverde, que pensez-vous de la théorie de Platon concernant le mythe de l'Atlantide ou d'une civilisation antédiluvienne intelligente et supérieure? Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors même dans les théories conspirationnistes, je prends le mot avec des grands guillemets, où on nous parle d'une civilisation mondiale qui aurait précédé en fait, on va dire justement l'ère de l'histoire officielle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aurait presque une double histoire, si j'ose dire, c'est-à-dire une espèce d'histoire là qui est devant nous, et puis une autre histoire inexpliquée, avec tous ces sites qu'on a retrouvé, voilà, on parlait de Baalbek, Nagouni, on a retrouvé, j'ai vu aussi, on a parlé d'Erin Couillou, donc c'est une espèce de creuser dans la montagne, c'est complètement fou, c'est vrai, des galeries dont on est incapable d'expliquer d'ailleurs comment se fait la circulation de l'air, puisque on est très très profond et apparemment on y respire normalement, donc ça veut dire qu'il y a bien un système d'aération extrêmement complexe, avec des portes, j'ai vu quelque chose d'hallucinant, des portes qui font plusieurs centaines de kilos et qui tiennent sur un tout petit bout comme ça, et puis qu'on pousse avec le doigt. Enfin, c'est des choses comme ça, c'est des gens qui avaient une haute technologie pour faire ça, parce que même aujourd'hui, tu disais, avec nos outils, avec nos technologies, là, notre électricité, nos machins, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, ce serait très compliqué de le faire, extrêmement compliqué. Je pense que dans notre civilisation du XXIe siècle, on est hypnotisé par le matérialisme. C'est-à-dire qu'on est persuadé que pour faire des choses qui paraissent compliquées, on est obligé de faire des choses qui sont forcément compliquées. Les gens qui ont construit par exemple Machu Picchu, ils n'ont pas amené de grue sur place. D'accord, il n'y avait pas de grue. Donc je pense qu'ils réfléchissaient, ils avaient une façon de penser qui était différente et qui nous est très difficile aujourd'hui, nous, de comprendre quel était leur mode de vie, quelles étaient leurs espérances à l'échelle véritablement de toute une vie, de toute une génération, et de pourquoi aussi ils ont fait tous ces bâtiments-là. Je pense qu'on peut difficilement réfléchir à leur place parce qu'on n'y est pas. Mais parce que on est pourri par le matérialisme. Parce que même le Machu Picchu, alors ça c'est même extraordinaire, parce que l'histoire officielle nous dit qu'il a été construit sous l'ère de la colonisation espagnole, c'est-à-dire sous le nez des Espagnols. Ça paraît quand même improbable, non ? Pareil, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ça paraît très peu probable. Parce qu'ils occupaient visiblement quand même l'ensemble du Pérou. Après, moi, de ce que je sais sur le Machu Picchu, c'est qu'il y a une chronologie relative.
Il y a des choses qui sont plus anciennes que d'autres. Ouais. Quand on voit tout ça, ça n'a pas été fait en une seule fois, quoi. Donc, pareil, est-ce que si on va au niveau de la base des murs, on n'a pas des gros blocs qui seraient plus anciens et auquel cas la partie supérieure aurait été remontée par la suite mais je connais, je connais comme tout le monde parce que je vais sur internet, quoi. Mais tous ces trucs-là, pour en revenir à Platon là, sur la théorie, bah, il serait surprenant qu'ils disent des choses qui soient fausses, quoi. Après, je sais pas si Platon a vraiment existé non plus. Donc, ça c'est un petit bonjour à Agnès Boutamina. Non, l'idée d'une civilisation qui aurait précédé, non, l'idée elle est pas inintéressante. L'idée elle n'est pas inintéressante, mais encore faut-il en avoir des traces. C'est peut-être ce qui va être étudié aujourd'hui au XXIe siècle, quoi. On en a fait beaucoup au XXe, on a mis en place les méthodes d'archéologie. Je pense qu'avec Internet aujourd'hui, on sait fédérer des gens, on sait faire passer des informations très rapidement par du mail, par du YouTube et tout ça. Je pense qu'il faut que les gens se réapproprient l'archéologie. On va dire qu'ils ont le droit de faire, c'est-à-dire qu'une archéologie qui n'est pas basée sur la fouille, mais sur l'observation. Moi, je prône véritablement l'archéologie de la personne lambda qui va se dire « Mince, moi j'ai toujours rêvé de faire partie de cette aventure-là, et si je prenais mon sac à dos comme le fait Damian, et me disant voilà, et ben, je vais y aller, et si je trouve 4-5 personnes avec moi pour faire la même chose, et ben, on va commencer à créer un groupe de réflexion, on va prendre des photos, on va faire les choses ensemble. » J'incite vraiment tout le monde à aller vers ça, quoi. Et Damian l'a fait, et il n'y en a pas assez. Voilà. Et encore, il y a des tas de titres qui sont connus au niveau local. Et nous, on ne les connaît pas du tout en Europe. Hein, donc, oui, parce qu'il y a en Indonésie, j'ai entendu parler d'un site en Indonésie qui était de mégalithes. On se croirait presque à Karnak, quoi. C'est ça qui est fou. Il faudrait rechercher sur Internet. Et il y a des tas de choses qui ressortent au fur et à mesure. Parce qu'à part Internet, on fait passer des photos très rapidement. On peut tout faire, quoi. Parce qu'il y a tellement de sites. Par exemple, même je pense à un site qui est assez mystérieux, c'est Angkor Wat. Ce site-là aussi, parce qu'on en découvre apparemment tous les jours, on s'est rendu compte qu'il était extrêmement beaucoup plus étendu que ce qu'on pensait. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Par le lidar, c'est ce dont je te parlais tout au début. D'accord. Ils ont passé un laser et le laser a retiré toute la couche végétale. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des temples qui étaient beaucoup plus loin que les temples que l'on voyait. Et que c'était déjà grand de ce qu'on voyait, mais c'était tentaculaire maintenant. Voilà. Et visiblement, même toute l'eau, etc., tout ça a été ramené, tout ça n'est pas naturel. Oui, les bassins. Les bassins, etc. Enfin, on a, je pense, toutes les technologies aujourd'hui, on a le savoir-faire, on a Internet pour communiquer, on a des billets d'avion pour pas trop cher. J'incite tout le monde à essayer de s'approprier ces choses-là qui nous appartiennent à tous. Hein. C'est pas que quelques-uns qui ont le droit. Hein. Alors moi, je ne veux pas tomber dans le grand complot, mais pourquoi quelle est la raison qui pourrait motiver ces instances scientifiques à ne pas nous révéler clairement, je veux dire, des informations qu'on possède sur cette période-là? Quoi, ça remettrait en cause l'histoire officielle? C'est quoi, on a besoin de formater les gens à une histoire officielle, c'est ça? Tu sais, dans Men in Black, le film, hein, ça vaut ce que ça vaut, à un moment donné, il y a une phrase qui est prononcée et qui est vraiment très juste, c'est « Si on veut que les gens soient heureux et qu'ils nous fassent de beaux enfants, nous avons le devoir de leur mentir. » Je pense que c'est quelque chose qu'il faut ruminer, qu'il faut prendre du recul. Pas mal, ouais, je me rappelle plus de cette phrase. Mais dans Men in Black aussi, il y a un moment où ils disent oui, du temps où les hommes savaient que la Terre était plate. Oui, c'est vrai. C'est dans Men in Black. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Alors, est-ce que l'archéologie utilise l'étude des couches excessives de tri des arbres millénaires de la même époque pour déterminer un cataclysme? Si cela est possible, car il y a la théorie qui dit que pour vaincre les Gaulois qui avaient pris le maquis dans les forêts, les Romains avaient coupé toutes les forêts de la Gaule. Et cela sans raison pour laquelle nos forêts sont si peu diversifiées comparées aux forêts primaires d'Amazonie. Ah bon? Notre question. Ah ouais, je ne sais pas. Alors là, vous voyez, des questions des fois un peu étranges. Alors, on me demande si cette terre noire a été déjà analysée. Oui, et en fait, les analyses qui ont été faites, c'est que justement, il y a plein d'origines différentes. C'est à la fois de la métallurgie, c'est à la fois des animaux, les déjections, hein, tout bêtement, c'est à la fois... parfois, on appelle ça de la terre à jardin. C'est-à-dire qu'on pense que cette terre noire, c'est de la terre de potager. Enfin, c'est devenu une espèce de terre de potager parce qu'elle est très organique. La couleur noire, c'est dû principalement à une matière organique. Mais il y a eu des analyses, mais...
Moi la thèse que j'ai lue, elle était intéressante, mais il n'y avait pas vraiment de réponse. Je pense que c'est un des enjeux, c'est quelque chose de connu du milieu archéologique, qui est très récurrent, mais qui est peu analysé au final. C'est mentionné, mais peu analysé, les terres noires. D'accord. Alors, on me demande aussi, est-ce que, c'est vrai, l'histoire est écrite par les vainqueurs? On me dit, autres bien-pensants et plutocrates. Pensez-vous qu'il sera possible de notre vivant de connaître une vraie chronologie historique? Est-ce que tout ça, effectivement, va dénouer ce nœud? Parce que j'ai le sentiment qu'on vit une époque où, à la fois, justement, grâce à Internet et aux énormes moyens de communication, on est en train de découvrir tout un tas de choses sur notre histoire dont on n'avait même pas, je veux dire, le soupçon, hein, il y a encore quelques années. Mais où est-ce que tout ça va nous mener, quoi? Finalement, est-ce qu'on va pas finir par, j'ai envie de dire, presque découvrir le poteau rose et savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quoi, enfin. Je pense qu'aujourd'hui, on a quasiment tous les instruments pour le faire, que ce soit les instruments en termes technologiques, sur la forme, et sur le fond aussi. Je pense qu'on a aujourd'hui toutes les pièces du puzzle. C'est juste qu'il faudrait trouver quelqu'un, un mécène pour financer quelqu'un et dire voilà, moi je vous donne tant d'argent et vous travaillez dessus. Moi ça m'intéresse pas plus que ça parce que ça serait un travail fastidieux, parce que moi je suis un homme de terrain, moi j'étais formé au terrain, j'adore ça quoi, mais je pense qu'il y a tout pour le faire. Voilà, je pense qu'il y a tout pour le faire aujourd'hui. Il serait intéressant d'essayer justement de refaire une chronologie en prenant en compte cet aspect mérovingien, carolingien, mais c'est l'œuvre de plusieurs années de travail, ne faut pas se leurrer. D'accord. Alors, on me dit, que pensez-vous de la récente découverte près de Maputo en Afrique du Sud? La cité découverte aurait plus de 200 000 ans. Info ou Intox? Je connais pas. D'accord. Donc c'est vrai qu'on retrouve des fois, c'est vrai, des cités... Après 200 000 ans, datation comment? Oui, c'est vrai, je sais pas. Mais on retrouve des cités comme ça, qu'on estime, justement, des fois, j'entends des chiffres assez hallucinants, de 100 millions, 200 millions. Alors moi, je ne connais quand même pas beaucoup, hein, mais oui, moi je pense qu'il y a des destructions successives, à petite échelle, à grande échelle. Il y a plein de choses qui se baladent autour de notre planète. Hein. On voit aujourd'hui la Terre calme, telle qu'on nous on la voit de notre vivant, mais il y a eu des destructions successives. Il y a 12 000 ans, il y a eu une déglaciation, on ne sait toujours pas ce qu'il a provoqué. En plus, c'est très récent, 12 000 ans. C'est hier. Ouais, je veux dire, à l'échelle de l'histoire, évidemment, mais c'est hier, à l'échelle de l'histoire, parce que derrière, on a eu ce qu'on appelait les chasseurs-cueilleurs, le néolithique, tout ça, quoi. Mais ça veut dire qu'en même temps, il y a les chasseurs-cueilleurs, puis en même temps, il y avait les... Si je m'en tiens à certains, les pyramides d'Égypte. Mais ce qui est possible, puisque aujourd'hui... Je veux dire, il y a bien des gens qui vivent encore quasiment à l'ère primaire. Voilà, il y a certaines tribus très éloignées. Puis il y a la Californie, donc c'est le même grand écart. Donc finalement, il pourrait y avoir eu un grand écart. Oui, il y a les aborigènes et la fibre optique, quoi. Voilà. Oui, mais pour ça, moi, je suis pas surpris qu'il y ait des façons cycliques, des destructions. Et imaginons, quelqu'un pourrait prédire que il y a des destructions cycliques en amenant les preuves et ce genre de choses-là. Est-ce que demain, on le dirait au journal de 20h? C'est pour ça que je dis, si on veut que les gens soient heureux et qu'ils fassent de beaux enfants, nous avons le devoir de leur mentir. C'est comme un enfant à qui on raconte que le Père Noël, il va lui apporter des cadeaux à Noël. Pourquoi? Parce que c'est le rêve, et puis il est content, il attend le Père Noël, et puis il se trouve que le Père Noël, il ressemble étrangement à un papy tous les ans, quoi. Donc puis que quand il apporte les cadeaux, c'est le seul qui est pas là, tu vois. Et au bout d'un moment, t'en arrives à rentrer dans le processus de remise en cause. Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, là, je me pose la question de savoir ce qu'on me dit, est-ce vrai ou faux? Parce que justement, mais là, est-ce qu'on n'est pas arrivé justement à la fin de ce cycle, parce que maintenant, justement, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Je veux dire, voilà, tous ceux qui nous regardent là, ils sont prêts à tout entendre. Hein. Je veux dire, on a tous entendu les thèses les plus farfelues ou les plus, j'ai envie de dire, les plus incroyables possibles. Par exemple, tu connais évidemment, j'imagine, Zecharia Sitchin, les Anunnaki, Sumer, etc. Voilà, les fameuses tablettes de Sumer. Bon. Qu'est-ce qu'on va en penser de tout ça, quoi? C'est quoi? C'est que Sumer, c'était une société qui était très développée parce qu'ils avaient déjà une espèce de démocratie avec un parlement à 2 chambres. Oui, un parlement à 2 chambres, tout à fait. Le Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi. Ils ont, paraît-il, déjà inventé le commerce, puisqu'ils tenaient des comptes. Le cunéiforme, tout ça. Exactement. Donc. Après, oui,
c'est curieux de voir que tout ça s'écroule. Voilà. Après, l'histoire de Sumer, elle est beaucoup plus vieille aussi que ce qu'on veut bien dire, parce qu'on sait qu'il y a une partie de toute cette société-là qui est dans la mer Rouge. Ouais. On me dit, est-ce que tu serais prêt à faire un débat à Méta TV contre un historien ou, voilà, qui ne soutient pas la thèse du récentisme? Bah déjà, il faut trouver l'historien. Oh, si, ils se battront. Ah, ils se battront, ouais. Ah ouais, tu penses? Ouais, parce que ils aiment bien avoir raison, et puis ils vont me citer 2-3 thèses qui ont été soutenues l'année dernière, et moi je les connais pas. Enfin, je connais, c'est mes collègues. Hein. J'ai travaillé pendant 7 ans, enfin j'ai été servi pendant 7 ans dans l'archéologie préventive, donc je connais le milieu en long, en large, en travers, quoi. Il serait plein justement à vouloir entre guillemets me clouer le bec en disant qu'est-ce que c'est que celui-là qui raconte n'importe quoi. On a fouillé avec lui, de toute façon je doutais bien qu'il était un peu bizarre. Je connais, c'est des gens qui... Ils sont pas méchants, mais ils ont un ego qui est surdimensionné, ils sont vaniteux, et à côté de ça, il y a des gens gentils et qui sont très effacés, quoi. Un débat pour faire quoi? Dans l'idée, oui, pourquoi pas, mais... Toi, tu penses que ça apportera pas grand-chose, parce qu'il viendrait avec ses dogmes, ses convictions, il va te les jeter à la figure. Et voilà, et puis tu sais, avoir quelqu'un qui commence à te dire, bon, on va parler de cette histoire de récentisme avec un regard arrogant. Ouais, voilà. Au bout de 10 secondes, je vais dire, bon, allez, on arrête, je suis pas là pour ça, quoi. Si c'est pour avoir quelqu'un d'arrogant, j'en suis tapé pendant 7 ans, quoi. Quand j'ai claqué la porte de ça, je me suis dit, bon, voilà, j'adore toujours l'archéologie, mais pas celle-là, par pitié, quoi. Pas celle-là, quoi. Non, bah, je te comprends bien. Alors... Est-ce qu'on trouve de la terre noire datant de après le déclin de l'Empire romain? Bah oui, parce que je dis que ça scellait l'Empire romain, donc c'était après. Ah, d'accord. Ouais. Il y a l'Empire romain, c'est ça. Juste au-dessus, il y a les terres noires. Voilà, donc c'est juste après. D'accord, c'est juste après l'Empire romain. D'accord. Ça scelle l'Empire romain. On me demande qu'est-ce que tu penses effectivement des statues de l'île de Pâques. Alors, statues, je rappelle... Oui, les Moaïs. Les fameux Moaïs, qu'on voit souvent, en fait, au niveau de la poitrine, mais en fait, les statues sont beaucoup plus grandes. Je sais, il y a eu des fouilles, on retrouve sur Internet. Alors, j'ai vu, hein, je vais pas te mentir, c'est une expérience qui a été menée par une équipe d'archéologues américains qui voulait expliquer comment les Moaïs se déplaçaient. Je l'ai vu le reportage. Tu l'as vu, et puis avec des cordes et tout. Oui. Mais sauf qu'il y a quand même un petit problème dans le reportage, c'est que le moaï en question, il est, je crois, 20 fois moins lourd que le vrai moaï. Il fait 1 tonne, quelque chose comme ça, alors que les vrais font apparemment presque 20 tonnes, c'est ça donc... Oui, parce qu'il les faisait danser, en fait. Voilà, qu'il les faisait danser. Alors, ils le mettent avec des cordes, et puis bon, ils arrivent à le faire bouger. Ça m'a pas convaincu du tout, hein, je peux te dire. Alors encore une fois, c'est pas du tout ma période. Moi, je suis comme tout le monde. Hein. Je vais sur Internet et j'essaie de mettre en corrélation des choses qui sont très, très éloignées géographiquement. Là, je pense que c'est plutôt à Jacques Grimaud, à la rigueur, qu'il faudrait poser la question, parce qu'il a étudié ça, lui, en long, large, en travers. Donc c'est plutôt à lui de répondre. D'accord. Mais tu l'avais vu, le reportage, ouais. T'as convaincu aussi? Non, pas trop. C'est sympa. Sympa, ouais. C'est un bon divertissement. Je dis pas que c'est vrai ou faux. Je dis qu'il... Voilà, j'aimerais bien savoir combien ça a coûté de faire danser le moaï, par curiosité. Je suis curieux parce que je connais le truc, quoi. J'aimerais bien savoir combien de billets d'avion ils se sont payés pour aller faire danser le moaï, quoi. Est-ce qu'on n'a pas pu faire autre chose avec cet argent-là, quoi? Oui, des fouilles un peu plus sérieuses, parce que, enfin, moi, quand j'ai vu le truc... Des fouilles, déjà, des fouilles. Parce que là, en fait, ils ont fait un moule du bazar, ils ont pris des cordes d'un côté et de l'autre, et puis ils ont joué à le faire danser, et puis à la fin, ils ont dit, bah, puisque nous, on y arrive avec 1 tonne, donc ça doit être faisable avec 20. C'est un peu, à chaque fois, voilà, des conclusions hâtives. Alors, on me dit, tu évoques la manipulation de la chronologie officielle dans le but de légitimer un pouvoir naissant. Peux-tu développer quel pouvoir, quel moyen, en gros, à qui profite le crime? Manipulation de la chronologie officielle par n'importe qui a un intérêt là-dedans. Par exemple, c'est pas forcément un pouvoir au détriment de plusieurs autres, c'est... Demain, par exemple, il y a une destruction, par exemple, il y a une météorite qui arrive. On oublie souvent ce qu'est la catastrophe de la Tunguska. Tu te rappelles cette météorite qui s'était écrasée, je crois que c'est en 1919 de mémoire. Tu connais pas ce truc-là, la Tunguska? Rien, non. Et c'est l'équivalent de plusieurs dizaines de fois la bombe d'Hiroshima. Si tu veux, tiens, j'en avais fait un petit quelque chose. Je connais pas cette affaire, bah voilà. Alors, l'événement qui pourrait être de l'ampleur de ce qui s'est passé à Tunguska. Donc, l'événement de la Tunguska est une explosion survenue le 30 juin 1908, vers 7h30 du matin en Sibérie centrale, en race campagne. Ouais. Dans l'Empire russe, l'onde de choc, l'équivalent à plusieurs centaines de fois celle
qu'aura généré la bombe d'Hiroshima 37 ans plus tard, a détruit la forêt sur un rayon de 20 km et fait des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres. Donc l'hypothèse la plus plausible est retenue au début du XXIe siècle est celle de l'impact d'un objet céleste, petit corps du système solaire, de caractéristiques encore inconnues, ayant explosé à une altitude comprise entre 5 et 10 km. L'onde de choc fut enregistrée en Europe occidentale et aux États-Unis. L'éloignement de la région et les troubles en Russie ne permirent pas une étude sur place avant 1927 par une équipe de Russes menée par machin. Et imagine cette catastrophe-là qui arrive au milieu de la France. Plusieurs fois, du coup c'était combien? Plusieurs dizaines de fois, plusieurs centaines de fois Hiroshima. Oui, plusieurs centaines de fois Hiroshima. T'imagines derrière? Comment tu te relèves de ta... Ouais. Donc du coup sur les cendres, bah, les charognards arrivent, ils veulent légitimer le pouvoir en place, on va rajouter des rois, des reines. En fait, il s'est passé 200 ans, mais on va en rajouter 1000 pour dire, bah ouais, mais vous voyez, moi ça fait tellement longtemps que je suis en place. Imagine la Tunguska au milieu de la France, au milieu des États-Unis. On oublie qu'il y a plein de choses qui se baladent autour de notre planète. Et que de temps en temps, on s'en prend un sur le coin du nez, quoi. Et que ça fait très mal. Ça, légitimer le pouvoir en place, c'est pas un pouvoir en place, c'est le pouvoir en place qui est opportuniste à ce moment-là. Opportuniste à ce moment-là, d'accord. En l'occurrence, à l'époque, la chrétienté. Bah, la chrétienté, c'est un bien gros mot, quoi. Mais en tout cas, non, parce que j'ai rien contre les chrétiens, bien au contraire. Hein, mais voilà, il y a un pouvoir qui a réussi à jouer des coudes, et voilà, quoi. Et qui s'en est plutôt bien sorti manifestement, puisque derrière, il a créé son empire à lui. Voilà. Oui, parce que j'ai envie de dire, ça tombait quand même plutôt bien pour... Oui. On me demande c'est quoi votre plus belle découverte qui vous a le plus émerveillé? Ce qui m'a le plus émerveillé... on me demande souvent cette question en fait. Là comme ça, je sais pas. Moi j'aime bien les murs en fait. C'est bête à dire. J'aime bien les murs et décaper une villa romaine sur 1 ou 2 hectares, je trouve ça joli. On a des bouts de murs, on remet à jour un énorme bâtiment, on imagine sur l'équivalent de 2 ou 3 terrains de football. Alors c'est oui. Une villa romaine, c'est sur 2-3. Alors il faut s'imaginer un mur d'enceinte. Hein. Donc c'est pas que de la construction, mais il y a la pars urbana, la pars rustica, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'un bâtiment, on va dire, qui fait peut-être 20 mètres de long, et après il y a le mur d'enceinte, un peu comme un corps de ferme. D'accord. Avec l'espace central, quoi. Et ça, décapé sur l'équivalent de 2 ou 3 terrains de football, bah moi je trouve ça chouette. Pourtant ça brille pas, hein, c'est que du mur, hein, mais moi je trouve ça vraiment chouette, quoi. Ah d'accord. Incroyable, c'est aussi grand que ça les villas romaines? Ouais, il y a des villas romaines qui sont gigantesques. Hein. Et encore, moi j'ai vu celle qui était en Gaule, mais en Italie, ça devait être, c'est encore plus joli, quoi. Ouais, c'est surtout le bâti, moi, qui m'a intéressé, c'est sortir des murs, sortir des choses comme ça. Après, ce qui est marrant aussi, c'est de fouiller des puits. Tu prends un puits qui a été scellé, on va dire, à la fin de l'Empire romain. Tu vas fouiller dans le puits. Moi, je suis descendu dans une... Alors, c'était pas un puits, c'était une citerne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la nappe. Hein. C'est comme une grosse gourde. Hein. Et je suis descendu à 13 mètres de profondeur. Wow. C'était des grosses citernes, en fait. Oui. Et ça, c'était chouette. Pourtant, il n'y a rien qui brille, quoi. Ou parfois, oui, dans ce qui brille, c'est effectivement, je disais, les puits. Où là, bah, c'est des poubelles, donc tu sors des plats, tu sors des choses qui brillent. Là, pour le coup, oui, mais c'est très matérialiste. Hein, donc, ouais, c'était ça, quoi. Et le bâti, c'est chouette à sortir. Non, mais c'est énorme, parce que je savais pas que les villas, elles étaient aussi grosses, ces villas romaines. Ah, si. Parce que les Romains, c'est ça, moi aussi. Alors, ce qu'on appelle une villa, c'est pas la villa qu'on voit au bord de la mer. Hein. Ce qu'on appelle une villa, c'est une ferme. Hein. C'est une ferme, voilà. Ouais, donc, tu t'imagines des bâtiments d'un côté et des murs d'enceinte sur le côté qui servent à fermer ce qu'on pourrait appeler l'espace central comme il y a dans une ferme, quoi, où tu mets tes différents éléments et tout ça, quoi. Encore, donc il y avait des gardes, etc. Ouais, il y a la pars urbana où tu avais le romain qui vivait, tu avais la pars rustica où tu avais tous les éléments agricoles, comme dans une ferme moderne, mais à grande échelle, quoi. Avec des esclaves, donc aussi, parce que les Romains... Ah bah oui, c'est pas le chef qui allait dans les champs. Oui, c'est ça. Et je trouve que décaper à l'échelle de 2, 3, 4 terrains de football, ça a de la gueule, quoi. C'est chouette, quoi. C'est que des murs pourtant, mais c'est chouette. Ah ouais, non, mais c'est assez impressionnant. Alors, on me dit, est-ce que archéologue veut forcément dire être darwinien?
C'est-à-dire qu'ils ont adhéré évidemment aux thèses de Darwin. Oui. Oui. Enfin, oui, les trucs, oui, ça fait partie de tous les acquis, on ne revient pas dessus. Et même si quelqu'un vient aller à l'encontre de ça, il faut le dénigrer, se moquer de lui, c'est toujours de bon ton, quoi. Parce que lui, il n'a pas de diplôme, nous on en a. Oui, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui remettent en cause les thèses de Darwin. Oui, bien évidemment, les thèses de Darwin, mais même Darwin à la fin de sa vie expliquait que ce qu'il avait écrit c'était une ébauche, et qu'il revenait de plus en plus sur beaucoup d'incohérences. C'est toujours pareil. Si on prend les choses dans leur globalité, on peut tout inventer. Parce que même par les détails qu'on voit les choses. Même l'histoire de Darwin, c'est l'histoire que on retrouve pas apparemment. Alors, tu me confirmes ou tu infirmes cette information, c'est on ne retrouve pas en fait autant d'animaux justement qui font l'évolution, qui décrivent l'évolution. C'est-à-dire, il nous dit, en gros, je vais simplifier, mais les poules étaient des dinosaures, mais toute la phase où justement elles deviennent poules, on trouve les dinosaures, les poules, mais on trouve rien entre. Et on nous dit, mais non, mais avant c'était un dinosaure. Comment l'organisme fait pour créer des organes? Je vous pose la question. Ouais. Pourquoi on n'a pas 2 poumons et pas 3? Pourquoi on n'a pas tous des ailes? Parce qu'à force de sauter, on devrait bien avoir des ailes qui vont pousser au fur et à mesure du temps qui passe. Je comprends pas. Pareil, je comprends pas. Le truc de Darwin, ça ressemble beaucoup à l'archéologie. C'est plein de vérités, c'est plein de bon sens, c'est très donneur de leçons. Mais quand on regarde dans les détails, il y a plein d'incohérences. Comment est-ce qu'on est? Pourquoi on a 2 yeux? Pourquoi on n'en a pas 3? Est-ce qu'on a vu une bestiole qui était là avec un proto-œil, si on peut dire ça comme ça? Dans la théorie de l'évolution, est-ce qu'on a vu un animal qui avait un début d'œil et qui se serait développé au fur et à mesure? Pareil pour les organes. Les organes, c'est quelque chose de très particulier, quoi. Pourquoi est-ce qu'on en a? Pourquoi est-ce qu'on a un foie? Pourquoi est-ce que les vaches ont une panse? Pourquoi voilà. Pourquoi est-ce qu'on évolue? Si on vient tous de la même chose, pourquoi est-ce qu'on a tous évolué de façon différente? Tiens, pourquoi on n'a pas tous des ailes? Parce qu'on aimerait tous voler, on a une liberté qui est énorme derrière, quoi. Pourquoi est-ce que certains resteraient au sol et d'autres pourraient voler? Ouais, d'accord. Ouais. Alors moi, j'ai pas la réponse, hein, mais je m'interroge. Voilà. Je m'interroge sur toutes les incohérences. Alors, on me dit, quelles sont les plus anciennes traces de civilisation que tu aies trouvées dans tes fouilles? Ah, moi, au plus vieux, j'ai fouillé de la préhistoire. Ah, de la préhistoire? Ouais. D'accord. Bah, c'est vieux. On est censé ne pas trouver plus vieux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire aussi de la grotte de Lascaux? Parce que ça, j'en avais parlé avec Mariez et il me dit c'est une falsification parce qu'en fait, alors, selon lui, tu vas pareil, affirmer, confirmer, lui il me dit que ces dessins, ces peintures rupestres en fait, ce seraient des peintures beaucoup plus récentes que ce qu'on veut nous faire croire. Et que, en fait, d'art, parce qu'on nous présente ça justement comme des gens innocents, non, ce serait quelque chose de beaucoup plus complexe. J'ai vu une fois un reportage qui parlait d'une femme qui avait fait un rapprochement entre les représentations de certains animaux sur des grottes et les constellations de la Voie lactée. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Tu regarderas, je ne me rappelle plus le nom de cette dame. Et pour elle, en fait, les préhistoriques ne représentaient pas des animaux parce qu'ils étaient forcément jolis, mais représentaient des constellations et des choses comme ça. Et c'était bien argumenté. Alors je dis pas que c'est forcément vrai, je dis que c'était bien argumenté. Après, pour tout ce qui est le mouvement matricien, moi je le connais et je l'apprécie, donc... mais je suis pas d'accord avec lui surtout. Voilà. D'accord, ok. Non, parce que on avait parlé de cette histoire de grotte de Lascaux, ça m'avait beaucoup choqué, mais il dit mais non, c'est pas du tout ce qu'on croit, cette grotte de Lascaux. Grotte de Lascaux que j'ai été visiter à plusieurs reprises. Parce qu'en fait, c'est une copie d'ailleurs, hein, faut bien le dire. Oui, Lascaux 2, oui. Oui, ce n'est pas on n'a pas le droit de visiter l'original. Si les archéologues ont le droit. Ah, toi tu as le droit, mais voilà. Moi j'avais le droit. Voilà, tu avais le droit. Surtout maintenant c'est cher. Toi ils te laisseront, oui, t'as plus le droit d'approcher même à 20 km. Il y aura peut-être une photo de moi à l'entrée. Voilà, wanted lui, non, ne laissez pas rentrer. Et c'est vrai que bon, très sincèrement, j'ai visité, c'est un peu, ça fait escroquerie pour touristes. Et il paraît que justement, dans l'original, la grotte, il y a beaucoup plus de dessins que dans la Lascaux 2, où c'est un peu, allez-y, regardez ça, mais que dans la vraie grotte, il paraît que c'est beaucoup plus on m'a dit plein de choses, notamment sur les 2-3 premières campagnes alors c'est pas vraiment de la fouille, hein, mais de déblaiement, voilà, et on m'a raconté des choses étranges, quoi. Mais je pourrais pas en dire beaucoup plus parce que je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, et voilà.
Mais en tout cas, voilà, on m'a dit que il y avait plus de choses que ce qu'on avait dit au départ. Voilà. D'accord. Alors, comme effectivement, là je vois que ça part dans le trou de la couche d'ozone, est-il prouvé historiquement? Parce que, évidemment, ça c'est pour nous mener à la Terre creuse et les fameuses théories de la Terre creuse, et paraît-il, ces trous qu'on trouverait au niveau des pôles qui mèneraient vers le centre de la Terre. Bah, c'est pas de l'archéologie, donc je saurais pas trop comment dire, tout simplement. Bon, t'en as entendu parler, mais effectivement, oui. T'en as entendu parler comme tout le monde. Voilà. On me dit, es-tu allé dans la grotte de Chouvet? Non, c'est en Ardèche. D'accord. C'est très chouette, c'est un peu comme la grotte de Lascaux. C'est un peu comme la grotte de Lascaux, le même genre. Ouais. Non, mais ça fait que très récemment en fait que je m'intéresse à tout ce qui est l'art pariétal. Et non, c'est très chouette. Hein. Mais je connais pas suffisamment bien. Et puis c'est plus de l'histoire de l'art pour moi que de l'archéologie, parce que c'est quand même du dessin, quoi. Donc il n'y a pas de fou, il n'y a rien de tout ça, quoi. L'art pariétal, oui, avec des bonnes photos, on étudie l'art pariétal, quoi. Ouais. Pas besoin de se déplacer là-bas pour voir les choses, quoi. C'est pas vraiment de l'archéologie pour moi, quoi. Et on trouve, parce que, je vais dire, ah oui d'accord, c'est pas de l'archéologie, même si on c'est pas de la fouille, quoi. C'est pas de la fouille. Parce que si on va trouver, je sais pas, des silex qui ont été taillés, des choses comme ça, c'est ça. Ah ça, oui, ça c'est de la fouille après. Enfin, mais parce que ça aussi, c'est une période un peu, j'ai envie de dire, étrange de notre histoire. Bon, l'homme, c'est quoi le basculement? Parce que là, j'ai du mal avec toutes ces informations contradictoires, de dire au même moment où, en fait, en gros, si je m'en tiens à la thèse de certaines, voilà, par exemple, ce géologue qui a daté le Sphinx de 25 000 ans, je veux dire, il y a 25 000 ans, par exemple, en France, au même moment, on est dans le néolithique, non? C'est quoi? 25 000 ans? Ouais. Ah non, le néolithique, c'est en gros, alors de mémoire, c'est vers 8000, quelque chose comme ça. Hein. Ah, donc c'est beaucoup plus récent. Oui, c'est beaucoup plus récent. Hein. Ah, on est à l'homme Cro-Magnon, là, on mange la viande crue quasiment. Enfin, non, je veux dire, on a les peaux de bête. Et ouais, c'est ça. Ah, il y a vraiment ce décalage-là, quoi. Le néolithique, c'est impressionnant. Ouais. C'est 8000, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. D'accord. Oh, ouais, c'est vachement récent. C'est carrément. Au niveau des Sumériens qui faisaient déjà des chambres parlementaires, et il y en avait d'autres, ils étaient encore à tailler des silex, quoi. C'est étonnant, quoi. Mais, alors Sumer, je crois que c'est moins 3000, non? Quelque chose comme ça. Moins 3000, moins 5000, je crois. Non, c'est pas ça? Je sais. On me dit que ça a 8000 ans, Sumer, il me semble. Oh là, non, ça me paraît vieux. Enfin, de la chronologie officielle, ça me paraît vieux. Hein. Parce que nous, on est en 2000. Moi, je dirais, c'est peut-être vers moins 2000 ou moins 3000, donc c'est 5000, moins 5000. Moins 5000. Enfin, c'est à 5000 ans de nous, quoi, en tout cas. D'accord, ouais. C'est à 5000 ans de nous, quoi, pas plus. Hein. D'accord. Mais les pyramides, 25 000 ans, ce serait... Parce que là, ça bouleverse tout, quand même, non? Ouais, mais quelle est la datation? C'est toujours pareil, quoi. Mais les pyramides d'Égypte, on n'a pas fini d'en parler, quoi. Ça intriguera tout le monde pendant encore des générations et des générations. C'est fou, quand même, une civilisation qui nous a laissé autant de traces, donc on peut rien expliquer, non? Je pense qu'il n'y a pas un paradoxe, c'est quand même incroyable. Non, mais je pense surtout qu'il y a plein de trous qui ont été bouchés, et l'intérêt, c'est ce qu'il y a en dessous, et pas au-dessus. Tout simplement, quoi. À chaque fois que les humains ont essayé de se protéger ou de se cacher ou plein de choses, ce que tu fais, c'est tu prends une pelle et tu creuses. Hein. Quand on voit les cités souterraines en Turquie, par exemple, sur 5, 6, 7 niveaux, avec des bouches d'aération, avec des étables, avec des cuisines. Parce que comment on fait pour construire une cité souterraine sur plusieurs niveaux? Ça se fait pas en un quart d'heure non plus. Hein. Puis il faut bien mettre la terre quelque part aussi. Enfin, ça pose plein de questions, quoi. C'est quoi ces gens qui, à un moment donné, décidaient de s'enterrer dans le sol? Pour qui, pourquoi? Pendant combien de temps? J'ai vu qu'on en avait retrouvé une aussi en Russie, qui ressemblait effectivement à des Rinkuyu, pareil, une cité souterraine tout en pierre, machin. Oui, moi j'ai vu des tunnels déjà, mais de l'époque médiévale, hein, et il y avait des choses qui étaient plutôt bien aménagées, quoi. Donc, je pense que ça paraît naturel de se cacher en faisant des trous dans le sol. De façon purement. On se cache de quoi? De plein de choses. De plein de choses. Après. Nous, on n'a pas grand-chose à se cacher au niveau de l'environnement, quoi, mais on imagine, je sais pas moi, un volcan qui rentre en éruption, qui met des cendres un peu partout. Ça peut être des choses comme ça aussi, hein, une éruption volcanique. Faut voir qu'en 79, on a quand même eu l'explosion du Vésuve, qui a détruit complètement Pompéi.
faut imaginer que des cataclysmes, c'est à la fois les choses qui se baladent dans le ciel, mais c'est aussi ce qui se passe au niveau des séismes, au niveau des volcans. Oui, le Krakatoa aussi. Ouais, le mont Pinatubo, ouais. le mont Sainte-Hélène. On vit dans un monde qui est très hostile, hein, et aujourd'hui on l'a oublié. Le jour où la Terre surveillera, ça fera mal. Hein. Parce qu'aujourd'hui, nous, pour beaucoup de gens, c'est maintenant, on est au mois de septembre, c'est les cadeaux de Noël, mais pour beaucoup, c'est manger, quoi. Manger et survivre. Hein, donc, et pour nos ancêtres, c'est effectivement ça, quoi. Manger et survivre, quoi. Ce qui en faisait pas des gens idiots et inintéressants, hein, mais ouais. ils étaient très terre à terre, et tant mieux d'ailleurs, d'une certaine façon. Hein. Manger et survivre, hein, et voir grandir ses enfants, quoi. Donc, mais effectivement, on n'est pas à l'abri, donc évidemment, oui, d'une catastrophe naturelle qui peut survenir à n'importe quel moment. Mais par exemple, même les volcans d'Auvergne, ils sont éteints à quel moment? C'est beaucoup plus vieux, ça? Ouais, c'est vieux, c'est des millions d'années. Ah, des millions d'années, d'accord. Ok. Donc il y a 25 millions, il n'y avait pas de risque. Peut-être même des centaines de millions d'années, quoi. Ah, on compte en centaines de millions d'années. Ouais, je pense que là, c'est de la géologie pure. Hein, donc, alors, on parlait justement, puisqu'on parle de géologie pure, il y a certains endroits de la planète aussi où il y a des choses comme ça, des phénomènes géologiques qu'on n'arrive pas à expliquer, comme tu me disais la mer Noire. Alors si, on l'explique, c'est simplement qu'à un moment donné, il y avait une terre qui était basse, un peu comme le bassin parisien par exemple. Ouais. S'il y a de l'eau qui s'engouffre dans le bassin parisien à grande échelle suite à un séisme, on peut dire que le bassin parisien sera un lac, et Paris sera en dessous de l'eau. Tout simplement. Il se passe la même chose aux Pays-Bas, ça s'appelle les Pays-Bas, et voilà, c'est les choses qui sont, d'un point de vue naturel, géologique, en dessous du niveau de l'eau, enfin au niveau de la mer. Si la mer arrive jusque-là, elle remplit le trou, tout simplement, quoi. D'accord, parce que j'avais vu aussi, on parlait de la mer Caspienne, qui avait des aspects bizarres, voilà, une grande mer intérieure comme ça, on sait pas. Ouais, je pourrais pas dire. Non. Pourquoi pas, je sais pas. Mais en tout cas, il a pu se produire donc des phénomènes comme ça, géologiques. Après, des inondations à très grande échelle, il y en a dans toutes les mythologies en fait. Hein. On explique que l'eau montait et que les gens montaient dans les montagnes pour justement éviter tout ce qui pouvait y avoir d'inondations. Et à très très grande échelle et pendant très longtemps, quoi. Là, je vois qu'il y avait une question sur oui. Les pyramides de Bosnie. Les pyramides de Bosnie, oui, c'est vrai. Ah, j'y suis allé, c'est pour ça. Ah bah alors là, tu es obligé de nous en parler parce qu'on me parle tout le temps de ces pyramides de Bosnie. Soi-disant, elles seraient fake, après c'est pas fake. Moi, apparemment, tout ce que je vois dessus, ça m'a pas l'air fake. Non, alors toi, qu'est-ce que Alors, moi j'y suis allé, c'était en 2010. Et de ce que j'ai vu une colline qui avait été très certainement taillée en forme de pyramide et tout le reste est faux. Voilà ce que j'ai vu, moi. Et les fameux grands trucs céramiques, là, je sais pas quoi. C'est des cailloux, ça. Ah ouais, c'est totalement naturel. Une espèce de cailloux, de céramique. Le mégalithe K1, machin. Oui, je connais, j'ai tout vu. Ouais. Ah ouais, donc Osmanagic. Osmanagic, lui va prononcer son nom. Osmanagic. Lui, alors c'est quoi? C'est un escroc? Non, c'est un patriote qui essaie d'aider son pays. Ah, il permet de mettre un œil sur la Bosnie et de faire. Voilà, apparemment, il y a pas mal de gens qui viennent là-bas. Et c'est tant mieux, oui. C'est un vrai patriote qui aide son pays, qui a été gravement touché il y a 20 ans, et voilà. Mais toi, tu as l'impression de voir donc une colline, ce qu'on appelle la pyramide du Soleil. Ouais. Je pense que ça, c'est une colline qui a été taillée en forme de pyramide à un moment donné, dont la datation est très difficile à évaluer. Et tout le reste autour, il n'y a pas. Et l'histoire, alors j'ai vu tout un tas de... Mais on peut y aller, hein, c'est un coin qui est très joli, hein, j'incite à y aller. Et l'histoire donc de la fréquence qu'on retrouve en haut et en bas, la même fréquence, je suis archéologue. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ces espèces de blocs de céramique, parce que même il y a... C'est des cailloux, ça. Ouais, c'est des cailloux. Ah ouais, c'est pas des... Non. Parce que moi j'avais relevé parce que, en fait, effectivement, c'est des cailloux qui ont un revêtement un peu particulier, mais quand on regarde les espèces de murs qui sont dans les tunnels, c'est exactement les mêmes roches, mais en tout petit, quoi. Alors, Osmanagic, là, il nous fait tout un truc sur les pyramides. Il aide son pays, on va pas le blâmer pour ça, quoi. C'est pas... Et puis, il est dans un coin qui a toujours été une terre de passage un peu partout, et il a des choses qui sont très anciennes. Il a du néolithique qui est pas loin de là où il est, quoi. Il a un château médiéval qui est tout en haut de la pyramide du Soleil, c'est chouette à voir. Moi, quand j'avais visité le musée, j'avais vu des panneaux en bois qui dataient de l'époque médiévale, ce qui est assez rare d'ailleurs.
J'ai vu beaucoup de jolies choses là-bas, sur place. D'accord. Mais le côté pyramide, tout ça, non, non. Moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas, non. Ah bah là, tu es en train de nous démonter un mythe, si j'ose dire. Non, mais il faut y aller, il faut se faire son... Ouais. Voilà. Après, le parc est toujours en cours de fouille. Moi, je suis assez surpris que le site est fouillé depuis 2006, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Il n'y a toujours pas eu d'ouvrage, de synthèse sur tout ce qui a été fait. Ouais, donc de quoi on parle concrètement, quoi. Tant qu'il y a peu un ouvrage de synthèse, on parle autour de choses qui sont relativement floues. Moi, j'ai vu les rapports de fouille qui étaient en PDF. Pour moi, c'est pas des rapports de fouille. Oui, d'accord. Ouais. Il n'y a pas de fondement. Alors, parce qu'il nous dit que ce site, il ressemble au site de Gizeh, etc. Il fait des parallèles, tout ça. C'est pas qu'il n'y a pas de fondement, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de base de discussion parce qu'il n'y a pas de choses posées sur le papier officiellement. D'accord. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il entend quelques années. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de base, mais on peut y aller, il n'y a pas de souci, à condition de ne pas tomber dans le New Age, à se prendre par la main pendant le solstice d'été, à faire tout un tas de choses, enfin voilà, quoi. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi, quoi. Mais non, c'est un chouette coin, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a Sarajevo, avec un musée à visiter à Sarajevo. Non, c'est... Puis c'est quelqu'un de très passionné, qui aime beaucoup son pays, et pour ça, je trouve ça plutôt beau, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça a permis un peu de développer, on va dire, mettre un focus sur voilà, mais bon, le fondement de toute la thèse qui voudrait que ce soit les pyramides d'Égypte, tout ça ne tient pas la route vraiment, enfin de ce que oui. Parce qu'il y a pas de base de discussion. Il y a plusieurs pyramides. Toi, tu dis, moi, de ce que j'en ai vu, non, il n'y a pas les preuves, quoi. Mais c'est pareil. Parce que même la pyramide du Soleil, tu dis que c'est une colline, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de maçonnerie, c'est ça? On ne voit pas de... Non. D'accord. Mais par contre, elle a été taillée très certainement. Voilà, elle a été taillée. Alors pour quelle raison, à quelle époque, ça je ne sais pas. Il semblerait vraiment parce que ça a quand même une forme de pyramide, voilà. Mais encore, je suis pas sûr. Parce que on saura véritablement que si on prend une pelle mécanique et qu'on décape à tour de bras la colline, et quand on voit la taille du truc, quoi, on se dit que c'est pas près d'être fait, quoi. Donc, et puis j'aimerais qu'ils sortent, voilà, le livre qui pose sur le papier les choses avec des belles images, avec des beaux dessins, voilà. Tant que c'est pas fait, on parle de photos qui sont sur internet, d'articles qui font 2 paragraphes et puis des rapports de fouilles en PDF qui sont pas vraiment des rapports de fouilles, quoi. Mais il faut y aller pour se faire sa propre idée. D'accord. Eh ben, en tout cas, ça va nous laisser un petit goût amer pour tous ceux qui pensent que... Mais je me trompe peut-être, attention, je me trompe peut-être. Je suis pas affirmatif. Ah bah écoute, t'es pas le premier quand même à nous dire ça. Alors, je vais prendre les dernières questions puisqu'on arrive sur la fin. On me dit, connaissez-vous le mystère des murs vitrifiés en France? Alors, il y a des traces de vitrification à Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, ouais. C'est pas du tout en France. Non, c'est au Pakistan, ça. C'est les fameuses civilisations de l'Indus, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui sont aujourd'hui en grande partie d'ailleurs sous le Pakistan urbain, quoi. Ouais. Ah bah, comme tout le monde, je constate qu'effectivement, il y a des couches vitrifiées avec des traces de radioactivité, voilà. Et puis, on sait que dans le Mahabharata, le fameux livre des hindous, pardon, on décrit des phénomènes qui ressemblent à la guerre nucléaire. Avec les Vimana. Avec les Vimana. Ah, donc ça parlera donc au plus conspi d'entre nous, on va dire. Mais c'est vrai que ça laisse beaucoup de questions quand même, ces sites-là. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de conclusion, donc c'est des choses qui resteront encore en suspens pendant des années et des années, quoi. Parce que ce qu'il faudrait, c'est aller là-bas, fouiller, mais pareil, aller fouiller au Pakistan, ça va quand même pas être évident, j'imagine. Et puis quand on fouille, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, les fouilles programmées universitaires, c'est 1 mois par an. Ouais. Alors pour peu qu'ils mettent 1 mois à te mettre en place et qu'ils mettent 1 mois à ranger le matériel, il ne reste plus que 2 semaines de fouille déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en 2 semaines, Sachant que parfois, pour financer 1 mois de fouille, c'est 10 mois de recherche à pleurer à droite à gauche pour avoir les financements, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas évident, quoi. Au Japon, le site de Yonaguni aussi. Oui. C'est un grand. C'est pareil. Il faudrait des financements, voilà, il faudrait des autorisations. autorisations. Sur les images, alors c'est un site en plus qui est
qui est évidemment sous-marin, hein, oui. qui est au large du Japon. Oui. Mais visiblement, ce qu'on en voit, c'est vrai que ça ressemble à des pyramides, en tout cas à des constructions humaines. Maintenant, c'est quoi? Ça peut être comme les pyramides de Bosnie, un effet. Il faudrait mener véritablement une enquête sur place, très documentée, photos, relevés laser. On a tout ça aujourd'hui, hein. Mais encore faut-il avoir les autorisations, et je ne sais pas qui peut donner les autorisations à ça. Mais je pense qu'il y a tous les éléments pour trouver la solution, hein. Ouais. Alors, allez, les dernières. On me dit les dernières. On a aussi retrouvé une pyramide à degrés sous-marine vers les îles Bikini. Alors c'est Bimini, hein. C'est Bimini. Parce que Bikini, c'est autre chose. Bikini, c'est autre chose, oui, d'accord. Là. C'est Bimini. Oui, c'est dans les Bahamas. Ouais. On voit. Alors, c'est pas vraiment des pyramides, ça ressemble à Yonaguni, en fait, ce que tu disais, quoi. Donc, on voit une espèce de la chaussée, des choses comme ça. Pareil, on voit des photos et on voit 2 paragraphes, mais il faudra aller sur place, faire les autorisations. Et aujourd'hui, on a tous les instruments de mesure physique, chimique pour voir tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a du mortier, oui ou non, par exemple? Analyser le mortier, faire des relevés laser, voilà. Mais il faut avoir les autorisations, quoi. Le Bimini, c'est les Bahamas. Alors, je ne sais pas exactement quelle juridiction c'est, mais il faudrait demander, il faudrait monter un projet avec des financements. Dans l'idée, oui. L'État des Bahamas, peut-être. Oui. Ouais, voilà. On me dit des fouilles archéologiques financées par du crowdfunding. Est-ce que c'est envisageable? Alors, le financement, oui. Les autorisations, ce ne sera pas du crowdfunding. Par exemple, toi, tu peux faire des fouilles privées aussi, si tu as de l'argent, comme tu dis. Tu as 1 million d'euros, là, tu dis, bah, moi, je vais fouiller dans telle région, tu demandes à l'État, enfin... Alors moi en France ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui, oui, je t'avouerais. Mais non, j'en rêverais quoi. Mais diriger les fouilles au quotidien, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préférerais les superviser, les monter, mais le travail d'archéologue au quotidien sur le terrain, c'est long, c'est compliqué. Et je pense pas d'ailleurs que ce soit forcément très simple, que ce soit une personne qui, en son nom, prenne la responsabilité de ça. Ça doit être une équipe pluridisciplinaire avec des responsabilités qui sont, on va dire, dispatchées à plusieurs, quoi. D'accord. Mais c'est possible, ça. Genre, moi, demain, j'ai 1 million d'euros, je dis, je veux faire des fouilles dans cet endroit pour essayer de comprendre, et c'est possible. C'est fait. Il y a du mécénat par des grandes entreprises, par exemple, à l'étranger, beaucoup, où tu as des grandes entreprises. Alors, je me rappelle, Kodak, quand j'étais en Chine, j'ai visité un site archéologique qui est marqué, ce site a été financé par Kodak, par exemple. D'accord. Il suffit de trouver l'archéologue qui puisse mettre son nom avec les validations universitaires. C'est quoi? C'est juste de la com pour des entreprises de faire ça? C'est quoi leur intérêt? Je pense. Ouais. Je pense, oui. Je pense que c'est de la com. C'est de l'évergétisme, en fait. Voilà, c'est de dire on monte une fondation et cette fondation-là va œuvrer pour la culture. Et parmi tout ce qu'on fait sur le plan culturel, il y a monter des expositions, financer des artistes et entre autres faire de l'archéologie, tout simplement. Et c'est plutôt ça, d'ailleurs. Ouais, non, mais j'imaginais pas que ça pouvait être financé comme ça. Et ben voilà, écoute, voilà. Bon, de toute façon, on est arrivé à la fin des questions. On me demande, allez, la dernière des dernières, c'est vrai, comment voyez-vous l'avenir de l'archéologie? Comment je la vois? Alors, je ne sais pas comment je la vois, mais comment je l'espère. J'espère vraiment que les gens vont s'approprier une archéologie qui pourrait être faite d'aventuriers comme Damien. J'insiste beaucoup parce que prendre son sac à dos, aller à l'autre bout du monde et prendre des photos, des vidéos, tout le monde peut le faire. Et ça coûte pas trop cher le billet d'avion, ça c'est jouable quoi. J'espère que les gens vont vraiment s'approprier l'archéologie, qu'ils vont arrêter de dire que c'est forcément pour des gens qui ont fait plein d'études, c'est forcément pour des gens qui parlent en latin, c'est forcément pour ça. Il faut s'approprier les choses. On parle souvent aujourd'hui d'une lassitude des peuples à être dirigés par des gens qui ne les représentent pas, en termes politiques. Moi, je prône la même chose au niveau scientifique. Pourquoi toujours redonner la vérité? Pourquoi donner toujours de la légitimité à des gens qui sortent de l'université, qui sont pleins de dogmes et pleins de certitudes? Ouais. Il faut s'approprier les choses. Et j'espère que l'archéologie, plus tard, avec des gens qui sont sérieux et compétents, j'espère que l'archéologie sera faite par beaucoup plus de gens. C'est possible. Donc tu dis, en fait, tu lances un appel aux citoyens en leur disant emparez-vous de l'archéologie, n'ayez pas peur, un peu comme Damien, parce que c'est un simple citoyen, je vais voir par mes yeux sur place, je fais mes propres observations et...
Voilà. C'est pas être sur YouTube, c'est génial. Si vous avez une semaine à perdre de vacances l'été, eh bien, vous partez un petit peu moins loin à la plage et vous prenez un billet d'avion et vous allez voir des sites un peu perdus à droite à gauche. Et là, vous allez en prendre plein les yeux, quoi. Appropriez-vous les choses, ça c'est une première étape. Après, la deuxième étape, c'est tout simplement prendre des mesures. Au départ, on y va pour dire j'y suis allé. Après, on prend des mesures. Après, on regarde la matière, dans quel type de roche c'est fait. On regarde les mortiers, on regarde ceci, cela. C'est faisable. Il ne faut pas d'autorisation pour prendre des photos. Il ne faut pas d'autorisation non plus pour se dire, bah voilà, cette pierre-là, elle est en schiste. Enfin, en schiste. C'est du grès, je veux dire, ça c'est du quartz, ça c'est du machin. Et là, on commence à faire une démarche analytique qui est plutôt saine. C'est la démarche des pionniers du 19e siècle. Aller sur place, prendre des relevés, étudier les roches, poser des questions, essayer d'y répondre. Voilà. Aujourd'hui, on peut le faire. Il faut le faire. Eh ben, franchement, merci beaucoup, Laurent. Il te remercie, je pense, tous aussi. On a plein, voilà, merci. Voilà. Pour toutes ces infos, je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur l'archéologie. J'espère. Je pense vraiment, il y a encore beaucoup à creuser, hein, mais on est obligé de nous s'arrêter là. On a largement dépassé l'horaire. Je crois. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ce sera avec plaisir de toute façon qu'on pourra reprogrammer une émission. Tu seras aux rencontres d'ailleurs de Rocksucker qui l'organise bientôt en novembre, non Je me suis inscrit, mais je pense que je ne pourrai pas y aller pour des raisons professionnelles. Je sais pas, on va voir. D'accord. On se verra peut-être si j'y suis. Ouais, écoute, ce sera avec grand plaisir et je dis ça aussi pour tous les métanautes qui souhaiteraient te rencontrer pour poursuivre un peu. On y rencontre beaucoup de gens qui sont très gentils, donc c'est très bien, quoi. C'est très intimiste en plus, donc c'est le meilleur moment de rencontrer les auteurs, c'est une très bonne chose. Voilà, écoute, on lui passe aussi le bonjour à Rock et on le félicite pour ses rencontres parce que c'est à chaque fois très très intéressant. Oui, Tonton Rock. Et voilà, Tonton Rock, et nous on t'a rencontré grâce à ces rencontres, donc voilà, merci en tout cas à lui. Merci. Merci à la régie, merci au modératrol, merci à tous les métanautes connectés, hein, ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à là. En théorie, on se retrouve mercredi, parce que vous savez que le programme a changé, maintenant c'est lundi, mercredi, vendredi, hein, c'est plus tous les soirs comme avant, donc il y aura un peu moins d'émissions, on est obligé d'étager un peu plus, mais ça, vous le saviez déjà, vous avez déjà été prévenus à la fin de la saison dernière. Voilà, on me dit merci pour cette soirée intéressante. Voilà, il y en a qui, voilà, il devait aller se coucher, il n'a même pas décollé parce qu'il trouvait ça intéressant. Il y en a qui sont restés jusqu'au bout. Eh ben, merci à vous. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao camarades, à la prochaine. Ciao, ciao.